épistémologie. Et honnêtement, tant miné hier avec des TG2. Alors avec vous, rapide contrôle sur le cahier de texte pour voir où nous en sommes. Pourvu qu'on ait bien avancé, ce serait bien si on avait presque terminé. Est-ce que... Oui, oh génial. J'ai dicté le truc sur Putnam et tout ça? Oui? Dites-moi oui. Oui, je l'ai fait. Yes. Parfait. Donc maintenant, comme ce passage-là sur Hilary Putnam, la dichotomie fait-valeur est terminée, nous allons entamer la dernière section du chapitre. Et croyez-moi, c'est pas la plus simple, puisque nous allons faire, bien entendu, ne nous énervons pas, ne pétons pas les plombs, nous allons faire de la phénoménologie. Et c'est pas très compliqué, c'est un nom barbare en réalité pour désigner quelque chose de très compréhensible. Mais comme ça, pour le profane, ça peut paraître tout de suite un peu complexe. Alors, voilà. Ce sera le 3.2. Donc tout est sur Pronote, bien sûr. Hein. Sur Pronote. Comme d'habitude. Vérité et contexte. Réalité naturelle et réalité sociale. Oui, le reste est sur Pronote. Vous aurez, enfin je mettrai l'intégralité de toute façon du chapitre sur Pronote, tout y est par morceaux si vous voulez. Oui. Comment laissez 2 pages et demie, 3 pages. Laissez 3 pages, c'est tranquille. Bon, et là, alors je pense que j'aurai pas le temps de dicter parce que c'est quand même assez long. Je pourrais pas tout dicter parce que je crois qu'il y a en gros encore 4 pages à écrire. 3 pages à écrire, pardon. Monsieur, Oui. si on ne vient pas au bac de philo, il se passe quoi? On a une absence ou quoi? Non, il faut que vous alliez en cours si vous n'allez pas à l'exercice. Mais nous, on n'a pas cours en fait. À ce moment-là, on n'a pas cours. Bah, dans ce cas-là, bah, c'est comme ça, c'est facultatif. Moi, j'ai signalé ça à l'administration, ils m'ont dit OK. Après, moi, je vous encourage quand même à y aller puisque c'est facultatif. Non, ça veut dire que c'est que bénéfique pour vous. Mais qu'importe, qu'importe. C'est le plaisir de rédiger. Et surtout de s'exercer gratuitement, sans craindre d'être sanctionné par une note pénalisante pour un exercice qui correspondra au baccalauréat. Oui. Monsieur, pour l'analyse de documents, ce sera un texte et une... C'est pas une analyse de document, hein. C'est soit une dissertation, soit une explication de texte. Vous choisissez l'un ou l'autre exercice. Mais je pense qu'on aura le temps de faire un point méthodologique avant le prépa-bac. Oui. Vérité et contexte, réalité naturelle et réalité sociale. Ok, non, oui, parce que là on est le combien? Le prépa-bac, c'est dans 10 jours, oui. Donc je ferai un point méthodologique de toute façon sur cet exercice-là avant l'exercice. Moi, j'en ai dit. Mais bon, bref. Alors les enfants, accrochez-vous. Attendez. À côté de réalité, vous avez marqué quoi? Réalité naturelle et réalité sociale. C'est quand même clair. Mais oui, c'est clair. Comme dirait le philosophe congolais. Bon. Alors, si vous avez suivi jusqu'au bout tout ce raisonnement, vous êtes arrivé au point auquel, normalement, vous vous dites que la réalité, c'est une notion qui est un peu difficile à définir et surtout qui ne concerne pas vraiment la vérité. On ne peut plus penser en termes de vérité-correspondance puisque la vérité ne correspond plus à la réalité, mais elle correspond à des contingences d'ordre représentationnel. Et en plus, cette vérité, elle est fondamentalement subjective puisqu'elle dépend de valuation, de jugement de valeur. Alors, question, peut-on réintégrer la notion de vérité à l'intérieur, justement, peut-on réintégrer la notion de réalité à l'intérieur d'un système qui, précisément, renonce à une définition de la vérité correspondante, c'est-à-dire une vérité qui référerait à une réalité indépendante du sujet. Donc c'est à ça qu'on va s'atteler ici et maintenant. Alors,
on comprend bien que cette démarche-là, elle consiste à dynamiter littéralement le réalisme métaphysique. Et cet exercice de dynamitage, ou de dynamitation, je ne sais pas ce qu'il faut dire, je crois que c'est dynamitage, dynamitement, dynamitage, le fait de dynamiter. Le fait d'avoir dynamité le réalisme métaphysique, on l'a fait certes dans la partie 2, mais là, on va le faire de telle sorte à ne pas non plus se défaire complètement de la notion de réalité. C'est-à-dire, on va essayer de réconcilier le réel et le vrai. Il faut comprendre que la métaphysique a commencé à être dynamitée, elle commençait à avoir du plomb dans l'aile en tout cas, à partir du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, avec le travail fondamental d'Emmanuel Kant, qui s'appelle la critique de la raison pure. La critique de la raison pure. Alors, la critique de la raison pure, c'est un gros pavé écrit tout petit dans une langue quand même pas très très élégante. C'est très difficile à lire quand on n'a pas l'habitude de lire de la philosophie. Alors quand on n'a pas l'habitude de lire Kant, c'est affreux. Mais il y a quand même là-dedans des idées très importantes et très claires. Kant veut rompre avec la métaphysique qui a eu cours durant son époque et le siècle qui l'a précédé, en fait, qui est typique de la philosophie moderne, en quelque sorte. Donc il y a une rupture avec la philosophie de Descartes, la philosophie de Leibniz, enfin, toutes ces philosophies métaphysiques, on pourrait en énumérer des dizaines. Alors, Kant se pose la question suivante, c'est, grosso modo, quelles sont les limites de la connaissance ? C'est une des questions, enfin c'est pas la question centrale de la critique de la raison pure, mais on va passer sur la question centrale parce qu'elle n'est pas intéressante ici. Quelles sont les limites de la connaissance ? Voilà. Qu'est-ce que connaître ? Qu'est-ce que c'est que le fait de connaître ? Eh bien, Kant commence dès le début, dès l'introduction, à remarquer que, et puis dès la première partie de la critique de la raison pure, à remarquer que la connaissance ne porte pas sur les choses en soi. La connaissance ne porte pas sur les objets eux-mêmes dans leur réalité indépendante du sujet, mais la connaissance porte sur ce qu'il appelle des phénomènes, par opposition aux noumènes. Alors les noumènes, ce sont les choses en soi, indépendantes de nous. Les phénomènes, et les phénomènes, c'est quoi ? Ce sont des objets qui dépendent de nous. Alors, dans quelle mesure les phénomènes dépendent-ils de nous ? Eh bien, ces phénomènes, en fait, sont simplement donnés à travers nos représentations. En fait, les phénomènes sont les objets de la représentation. Donc, la connaissance, c'est une connaissance qui porte sur la représentation, et uniquement sur la représentation. Maintenant, Kant se demande quelles sont les conditions de cette représentation. Comment est-ce que nous nous représentons les choses ? Et Kant fait une remarque quand même très très intéressante. Il remarque que la manière dont nous nous représentons les choses dépend de notre propre condition. Elle n'est pas universelle. Tout le monde, enfin tous les êtres ne se représentent pas nécessairement le monde comme nous nous le représentons. Et les conditions de la représentation d'après Kant, eh bien, vous aurez un cours sur le temps, donc là c'était le début du cours sur le temps, eh bien, sont déjà l'espace et le temps, et ensuite la causalité. Alors, d'où ça sort cette histoire-là ? En fait, pour Kant, Kant remarque, c'est assez objectif, c'est que l'espace et le temps ne sont pas des objets de la connaissance eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des objets de la représentation, dans le sens que l'espace et le temps ne sont pas perceptibles par la sensibilité. Mais l'espace et le temps sont les conditions qui rendent possible l'expérience sensible. L'expérience sensible telle que nous la connaissons, à partir de laquelle nous formons nos représentations, et à partir de laquelle donc, nous commençons à comprendre quels sont les phénomènes, voilà, les phénomènes qui sont justement les phénomènes de notre représentation et de notre connaissance, cette expérience sensible n'est rendue possible qu'à l'intérieur d'un cadre spatio-temporel. Le temps serait la forme a priori du sens interne, et l'espace la forme a priori du sens externe. Qu'est-ce que ça veut dire ça sans vous compliquez trop la vie? Ce sont des formes a priori parce qu'elles préexistent a priori, elles préexistent à l'expérience sensible, elles sont les conditions de l'expérience sensible, les conditions nécessaires de l'avènement de l'expérience sensible, et sens interne et sens externe parce que tout simplement l'espace procède du monde extérieur tandis que le temps procède du monde intérieur. Et puis de l'existence,
on ne peut pas parler d'existence du temps, en fait, ni d'existence de l'espace, mais du fait que ces formes se manifestent pour structurer notre expérience. Eh bien, ces formes-là donnent naissance à une autre forme de l'entendement, qui est la causalité. Vous comprenez bien que dans un monde spatio-temporel, les événements se déroulent sous la forme de la succession, donc un événement en succède un autre, il y a une temporalité dans les événements. Et dans cet ordre de la succession, les choses se donnent à être pensées sous l'angle de la causalité, c'est-à-dire qu'on considère qu'une chose en cause une autre. D'accord enfin, une chose en cause une autre, et ainsi de suite au cours du temps. Donc il y a la causalité qui découle nécessairement de la structure représentationnelle générée par un cadre spatio-temporel. Donc, ce qui veut dire, et ça c'est le point le plus critique de la critique de la raison pure, c'est que la causalité, ce n'est pas quelque chose qui existe réellement, au même titre que le temps et l'espace ne sont pas des choses qui existent réellement indépendamment de nous, mais la causalité, c'est quelque chose qui est uniquement dans notre esprit, dans notre entendement, et qui nous permet de comprendre et de connaître le monde. La causalité, elle existe dans notre tête, elle n'existe pas à l'extérieur. De même que l'espace et le temps n'existent que dans notre tête, ils n'existent pas à l'extérieur. C'est un peu bizarre de parler de l'extériorité de l'espace, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, j'imagine. Bon, c'est ça l'idée fondamentale de Kant. Alors là, vous me direz, mais c'est absolument génial. La métaphysique, c'est terminé, on n'en parle plus. On prend les métaphysiciens, on creuse des trous, on les balance dedans, on les enterre, et si possible, on met de carte en balle pour pas qu'on puisse les retrouver. Tout ceci est fini. Sauf qu'il y a un problème, et c'est assez malheureux. Kant n'échappe pas. Il y a un philosophe qui s'appelle Nietzsche, et qui remarquait dans Par-delà le bien et le mal, dans la première partie, que toute philosophie était ni plus ni moins que la confession de son auteur. L'idée de Nietzsche, c'est que la philosophie n'est pas purement objective, mais qu'elle, en quelque sorte, retranscrit la personnalité, la psychologie de la personne qui écrit cette philosophie. Et chez Kant, c'est particulièrement criant. D'ailleurs, Nietzsche aime bien prendre Kant comme exemple pour dire que finalement, Kant, c'était plus un chrétien qui habillait son idéologie chrétienne sous des apparats rationnels qu'un philosophe à proprement parler. Pour Nietzsche, en fait, la philosophie de Kant, c'est une immense blague, il le dit souvent, la farce kantienne, le vieux chinois de Königsberg. Il se moque de lui assez souvent. Et c'est vrai que Kant, en fait, a un problème peut-être, je ne fais pas de la psychologie de Cantor, mais il y a un problème au niveau de la philosophie de Kant qui est un problème d'ordre psychologique. Kant avait une mère qui était une chrétienne intégriste, l'équivalent des gens qui... bon, je n'espère offenser personne en disant cela, l'équivalent des gens qui vont dans la manif pour tous aujourd'hui, si vous voulez, enfin, qui allaient à l'époque de la loi mariage pour tous. Les gens très très attachés aux valeurs chrétiennes. Voilà. Et ce christianisme très radical a été transmis à Kant. Et Kant n'a jamais renoncé à sa croyance en Dieu. Kant croyait en Dieu. Et la philosophie de Kant est empreinte de théologie. Et ça a une conséquence, et cette conséquence, elle est remarquée par un autre philosophe qui est, je le dis en toute subjectivité, sans doute le plus grand, l'héritier le plus légitime de la philosophie kantienne, Arthur Schopenhauer. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle, enfin, il a écrit plusieurs livres, mais le plus important, c'est Le monde comme volonté et comme représentation. Bon, j'ai la flemme d'écrire. Ne vous inquiétez pas, on l'écrira plus tard. Le monde comme volonté, comme représentation. Et Schopenhauer remarque que il y a chez Kant de la théologie et il y a chez Kant du réalisme métaphysique. Alors, à quel niveau y a-t-il, d'après Schopenhauer, du réalisme métaphysique chez Kant? Et en quelle mesure c'est lié à sa théologie? Alors, le réalisme métaphysique chez Kant se traduit à travers le fait que, pour Kant, le fait que nous puissions être affectés par la réalité indépendante de nous, par le monde extérieur, que nous puissions donc être affectés par ce monde extérieur et en tirer des représentations,
si ce mécanisme-là est possible, si le mécanisme représentationnel est possible, c'est parce que nous sommes réellement affectés causalement par le monde extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une causalité réelle qui est en action, qui agit sur nos sens et qui nous permet de nous représenter le monde. Et donc la causalité serait non seulement une faculté par laquelle nous pourrions connaître, qui serait circonscrite au champ de l'esprit, et ce serait aussi un phénomène réel, métaphysiquement réel, qui agirait sur nous et par lequel nous pourrions avoir des représentations. Alors, vous comprenez que c'est là un problème, parce que si la causalité existe réellement, ça veut dire que nous pouvons connaître réellement quelque chose qui est indépendant de nous, et à partir de là, nous retombons dans le réalisme métaphysique. Pourquoi, d'après Schopenhauer, Kant sauve la causalité? Parce que si vous croyez en Dieu, vous ne pouvez pas accepter que le monde n'obéit pas au principe de raison. Kant a besoin que le monde obéisse au principe de raison. Or, le principe de raison se traduit sous des relations, dans le discours, sous des relations de causalité, sous des relations déductives de causalité. Et donc, par conséquent, si vous supprimez ce principe de raison réelle, vous supprimez sans doute Dieu. Vous faites de Dieu quelqu'un de complètement absurde qui agit au hasard de manière complètement irrationnelle. Bon, alors, Schopenhauer, lui, va plus loin que Kant, et comme le nom du bouquin l'indique, le monde comme volonté et comme représentation distingue deux types de monde, le monde comme volonté et le monde comme représentation. Schopenhauer, c'est la première phrase du bouquin, écrit « Le monde est ma représentation ». Donc il y aurait une adéquation entre le monde et la représentation. Ce qui semblerait vouloir dire que si nous n'existons pas, eh bien, il n'y a plus vraiment de monde. Ça, c'est une thèse quand même très 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 forte. Mais c'est pas si simple que ça, puisqu'il y a aussi le monde comme volonté. Et ainsi, Schopenhauer, vous allez voir, sauve un petit peu la métaphysique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monde comme volonté? Ce monde comme volonté, c'est le monde qui existe indépendamment de nous, mais ce monde-là n'obéit pas au principe de causalité, parce que s'il obéissait au principe de causalité, on reviendrait, vous comprenez bien, au réalisme métaphysique. Il obéit à un principe arbitraire qui est celui de la volonté. Schopenhauer est d'accord avec Kant pour dire que l'espace et le temps sont les formes a priori du sens interne et externe, donc ce sont les conditions de la connaissance, que la causalité est une de ces formes particulières de l'entendement. Là, il est d'accord. Schopenhauer assimile même espace, temps, causalité et matière. Pour lui, tout ça, c'est une seule et même chose, puisque c'est lié au champ de la représentation. Mais le monde lui-même, indépendant du sujet, n'est pas soumis à ce principe rationnel de causalité. Ce qui fait que les choses existent indépendamment de la raison, c'est la volonté. Une volonté aveugle et complètement irrationnelle. C'est ça l'idée de Schopenhauer. Pour Schopenhauer, le monde est fondamentalement irrationnel. Alors, c'est une idée que l'on retrouve déjà chez Spinoza dans l'éthique, sous une autre forme. Mais il faut bien comprendre les conséquences que cela peut avoir. Vous savez, dans le temps, on faisait un cours sur le désir en philosophie, c'est-à-dire dans le temps l'année dernière. Et souvent, on citait cette phrase de Schopenhauer qui écrit dans Le monde comme volonté, comme représentation au sujet du désir. Voilà, le monde aussi comme un pendule de la droite vers la gauche, de la souffrance à l'ennui. Donc en fait, l'idée c'est que quand nous désirons, nous souffrons de ne pas avoir ce que nous n'avons pas, et quand nous l'obtenons, finalement, on ne trouve pas ça si cool que ça et on s'ennuie. Donc tout ceci est complètement absurde. Et pourquoi nous désirons? Nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est que nous désirons. Mais pourquoi est-ce qu'on désire? On ne sait pas. Et le désir le plus important, le plus puissant, le plus remarquable, c'est le désir de vivre, ce que Schopenhauer appelle le vouloir vivre. Mais ce vouloir vivre est complètement irrationnel. Il faut savoir que Schopenhauer a un programme pour régler les problèmes de l'humanité. Et ce programme, c'est de renoncer à se reproduire pour mettre un terme à cette souffrance perpétuelle, à cette mascarade. Voilà. Ça, ce serait rationnel. Si la raison dominait vraiment la volonté, la conclusion rationnelle serait le suicide collectif. Voilà. En gros. Ou l'extinction de l'espèce. Mais le monde n'est pas rationnel. C'est pour ça qu'on continue à exister. Et alors, si on suit Schopenhauer, on réussit de manière plus radicale à rompre avec la métaphysique.
Alors, pas tout à fait en réalité, puisqu'on a sauvé ce principe de volonté, et peut-être on pourrait revenir à une forme de réalisme métaphysique en disant que Schopenhauer désigne quelque chose qui existerait indépendamment de nous, et il nous attribue la faculté de le connaître, et donc là on retomberait dans une forme de réalisme métaphysique. Mais on comprend qu'il y a une séparation très forte entre les facultés entre les facultés qui sont les nôtres pour connaître le monde, et donc nos connaissances du monde, et donc d'une part la représentation, et d'autre part une réalité indépendante qui serait complètement inaccessible. Alors, pourquoi j'ai fait ce détour? Parce que il faut bien comprendre ici, ce qui est central, c'est de se dire que la connaissance, elle ne peut porter sur autre chose que sur ce que nous nous représentons. Il n'y a pas de connaissance extra-représentationnelle, de connaissance qui porte sur des choses en soi. Non, ça n'existe pas. Voilà. Donc, la métaphysique, c'est terminé, on n'en parle plus. Cette idée, alors le problème qu'on a maintenant, on a deux problèmes. Le premier, c'est est-ce que la vérité de ce fait est complètement contingente? Mais on a déjà commencé à répondre à ce problème en fin de partie 2. Et deuxième problème, c'est qu'est-ce qui reste de la réalité? Et ces questions-là, elles ont été répondues par un philosophe contemporain qui s'appelle Jocelyn Benoist. Jocelyn Benoist. Alors, bon, je vous fais un peu de storytelling. Je traînais la semaine dernière chez Gilbert Joseph en quête d'un certain nombre de livres, voilà, d'occasion si possible, bien sûr, ça coûte moins cher. Et là, j'aperçois un homme aux caisses automatiques qui a l'air complètement perdu. Il a pas l'air de savoir se servir des caisses automatiques. Et je me dis, mais je connais cette personne. Je me dis, mais c'est Jocelyn Benoist, il est là. Alors, qu'est-ce que je fais? J'accours pour l'aider, pour le secourir. Je lui dis, vous avez besoin d'aide? Alors le gars comprend pas trop, oui. Je lui dis, mais vous ne seriez pas Jocelyn Benoist? Il me dit, oui, vous êtes un de mes étudiants, un de mes anciens étudiants? Non, pas du tout. Je lui dis, je suis un de vos admirateurs, je pense que votre philosophie est sans doute la plus importante qui a été écrite au XXIe siècle. Alors là, le gars, il n'en pouvait plus, il m'a dit, oh, c'est la première fois que quelqu'un me reconnaît dans la rue. Tout arrive. Bon, enfin bref. Donc Jocelyn Benoist, lui s'ancre dans une tradition philosophique qui s'appelle la phénoménologie. Alors si je continue bien sûr, quand nous ferons un cours sur la conscience, si nous le faisons ensemble, nous ferons un cours, toute une partie sur la phénoménologie. Ici, je ne rentre pas trop dans les détails, mais l'idée de la phénoménologie, l'idée de la phénoménologie contemporaine en tout cas, c'est que le monde, les connaissances sont aussi limitées aux représentations, parce que tout ce qu'il y a pour nous, ce sont uniquement des représentations. Ok, mais qu'en est-il de la réalité? Parce que Benoît, ce qu'il essaie de faire, c'est justement de défendre une forme de réalisme. Les deux bouquins dont on parlera dans le cours sont Les éléments de philosophie réaliste et L'adresse du réel, donc sauver le réalisme, tout en se débarrassant du réalisme métaphysique. Alors, comment faire? L'idée de Benoît est finalement assez simple. Il s'agit de se dire que parler d'une réalité indépendante du sujet, c'est parler de quelque chose qui est impossible. C'est même pas parler de quelque chose qui est inaccessible, c'est désigner un impossible. La seule réalité qui vaille, la seule réalité qui soit, c'est la réalité pour nous. Par conséquent, arrêtons de nous demander si on peut parler d'une réalité indépendante du sujet, s'il y a une réalité indépendante du sujet, parce que la réponse est simple, c'est que la réponse est non. Parce que toute réponse qu'on pourrait fournir à cette question serait vide de sens. En cela, Benoît essaie de déterminer ce que c'est qu'un fait, et comment se détermine un fait, et comment se détermine la véracité d'un fait. Alors là, vous voyez, quand je parle de la véracité d'un fait, c'est-à-dire qu'on est en train de réunir à nouveau la notion de vérité et la notion de réel, ce qui ne semblait possible jusqu'alors que dans le cadre d'un réalisme métaphysique. Alors, pour ce faire, il discute avec une philosophe qui s'appelle Elizabeth Anscombe, qui a été mise au programme de philosophie. Elle fait partie de ces nombreux auteurs très peu traduits qui ont été rajoutés par les gens du ministère au programme de philosophie. Pourquoi pas, de terminale. Et il discute avec un autre philosophe qui s'appelle John Searle. Pourquoi? Parce que Searle et Benoît discutent du même article d'Anscombe qui s'appelle On Brute Facts. C'est un article qui a été publié dans les années 60. Et
dans cet article, Enscombe essaie de déterminer ce que sont des faits bruts, brute facts. Et elle prend l'exemple de deux individus, deux personnes qui échangent un billet de $1. Et la question que se pose Enscombe, c'est qu'est-ce qui fait qu'on sait que ces deux personnes échangent un billet de $1 ? Je suis sûr que quand vous imaginiez ce à quoi ressemblerait la philosophie, vraiment vous ne pensiez pas qu'on parlerait de ça. Il n'y a pas de cas. C'est sûr. Vous pensiez qu'on parlerait de gens vêtus en toge avec de longs cheveux, qui parlent de choses très profondes et très abstraites et très inintéressantes. Pas du tout. Donc qu'est-ce qui fait qu'on sait que les deux individus échangent $1 ? Et Enscombe dit, ce qui fait qu'on sait que les individus échangent $1, c'est qu'il y a derrière la structure de cet échange des faits bruts qui qui définissent ce que c'est que cette situation, ce qui est réellement cette situation, et qui donnent corps à la situation, et qui permettent de comprendre que là, deux personnes échangent $1, et qui permettent de comprendre ce que cela veut dire qu'échanger $1. Alors, Searle et Benoît ne sont pas d'accord sur la nature de ces faits bruts. Pour Searle, qui est dans son bouquin La construction de la réalité sociale, qui est paru en 1998, Searle considère que ces faits bruts, dans le cas donné par Enscombe, sont des faits sociaux qui se surrajoutent à une réalité fondamentale qui est la réalité de la nature. Ces faits sociaux sont des faits construits et ils sont identifiables. Dans le cadre de l'échange monétaire, c'est le fait de la monnaie, le fait de l'institution monétaire, le fait de l'État, le fait de la condition de l'échange, le fait de la communication, en fait, tout un tas de faits comme ça qui seraient des faits bruts et qui reposent sur des faits naturels, qui se construisent en tout cas sur des faits naturels. Et vous comprenez bien qu'il n'y a pas d'institution sans réalité sous-jacente, etc., etc. Alors, Benoît dit à Searle qu'il n'a rien compris. Parce que ce que fait Searle, c'est uniquement refaire du réalisme métaphysique. Supposer que la brutalité des faits désigne quelque chose qui permet de structurer ces faits indépendamment justement du cadre représentationnel, c'est retomber dans le réalisme métaphysique, mais là je ne vous explique plus pourquoi, parce que vous avez compris. Benoît dit que ces faits bruts ne sont pas des faits qui sont extérieurs aux représentations et extérieurs au discours, mais que ce sont des faits qui sont des faits discursifs. Parce que, si vous avez suivi le cours, vous aurez bien compris que dans ce cadre-là, il n'y a de fait qu'à l'intérieur du discours. Et c'est d'ailleurs parce qu'il n'y a de fait qu'à l'intérieur du discours qu'on peut imaginer une adéquation entre ce qui est factuel, donc le réel, et ce qui est vrai ou faux, c'est-à-dire ce qui relève du domaine logique, puisque l'ontologie n'est autre chose que qu'une entité logique elle-même. En fait, Benoît délimite une sorte de réalisme logique. Alors, on n'est quand même pas tout à fait au bout, parce que comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'il se passe l'échange de $1 ? Eh bien, c'est relativement simple. Ce qui fait qu'on le sait, c'est le contexte. Et le contexte, comment le connaît-on ? On le connaît par une forme d'apprentissage. On va prendre un exemple. Imaginez, je prends ce livre, et je vous dis, voici un livre. Alors c'est un livre d'initiation aux échecs pour les enfants. Voilà. Voici ce livre. Voilà. Bon. Et donc là, vous direz, ok, vous comprenez que c'est un livre. Pas de souci, tout le monde comprend que je suis en train de vous montrer un livre. Bon. Imaginez maintenant, je vous dis, voici un parallélépipède. Bon, il est vrai que ce livre a une forme géométrique d'une certaine manière, hein, approximativement, d'un parallélépipède. Mais vous vous demanderiez pourquoi je viendrais vous parler d'un parallélépipède en cours de philosophie, ça n'a pas de sens, ce serait bizarre, ce serait pas trop dans le contexte. Alors que si vous étiez en cours de mathématiques, en train de faire un cours de géométrie pour élèves de 4e, eh bien là, votre prof de mathématiques sortirait un livre et dirait « voilà un parallélépipède » et là vous comprendriez, parce que contextuellement, ça fonctionne, ça marche. Ça ne veut pas dire qu'il est faux que le livre est une forme de parallélépipède, ça veut dire que l'usage du mot n'est pas adapté au contexte. Donc, ce qui fait qu'on comprend le sens des mots, c'est le fait qu'ils soient adéquats avec un certain contexte. Mais ce contexte, de quoi est-il constitué ? Eh bien, il n'est constitué que de propositions. C'est-à-dire que le fait qu'on sache qu'on échange $1, on sait ce que ça veut dire, parce qu'on sait l'usage que peut avoir ce billet d'1$, on sait l'usage que peut avoir cet échange, et on n'a pas besoin pour ça d'avoir une métaphysique de la monnaie, une métaphysique de la politique, une métaphysique de je ne sais trop quoi, pour comprendre qu'on est en train d'échanger $1.
On comprend très bien ce qui se passe. Et comment on le comprend? Parce que justement, cet échange-là, eh bien, on a appris ce que cela voulait dire. Et parce que cet échange-là n'existe que dans un champ représentationnel qui est lui-même rattaché à des discours. Toute représentation est rattachée à des discours, tout discours est rattaché à une représentation. Dans ce cadre-là, il semblerait qu'il y ait une très forte relation entre pensée et langage. Bon, alors en réalité, entre pensée et langage, c'est peut-être un peu radical, mais entre en tout cas connaissance et langage. Voilà. Parce que pensée et langage, c'est un peu plus compliqué que ça, mais entre connaissance et langage. Ce contexte, en fait, c'est l'ensemble des faits qui sont connus, mais qu'on ne doit pas nécessairement énumérer, et qui rendent compréhensible l'émergence d'un fait. Ce sont les contingences qui sont implicites et qui rendent possible l'émergence d'un fait. Et cela se produit dans absolument tous les discours. Donc maintenant, on n'a plus de problème en quelque sorte pour avoir une adéquation entre le vrai et le réel, puisque le réel ne consiste qu'en des discours, et le vrai ne consiste aussi qu'en des discours. Réel et vrai sont sur le même plan, c'est-à-dire le plan logique. Alors, ça a deux conséquences importantes. La première conséquence, c'est sur la définition de ce que c'est que la réalité. Donc vous aurez compris que la réalité, c'est une entité logique. Et donc, première conséquence, sur le débat fameux en philosophie entre nature et culture. Généralement, en philosophie, on oppose nature et culture. On considère que la nature, c'est ce qui préexiste à l'homme, et que la culture est quelque chose qui est construit sur la nature, à partir de la nature, ou en parallèle à la nature, et qui est artificielle en quelque sorte. La nature est nécessaire, la culture est contingente. La nature, en fait, ne dépend pas de nous, ce qu'elle est ne dépend pas de nous. La culture, elle est ce qui dépend de nous. Cette idée-là, c'est une idée qui est aussi véhiculée par Searle dans la construction de la réalité sociale, puisque Searle pense que la réalité sociale, c'est dans le titre du bouquin, est construite sur quoi? Sur la nature. Elle a donc un caractère d'artificialité. Benoît, dans l'adresse du réel, répond à Searle et lui dit que là encore, il n'a rien compris, puisque si la réalité est d'ordre logique et si elle est réductible à des représentations, alors il n'y a pas de sens de considérer qu'il y a une nature qui préexisterait à la culture. En fait, ça se passe dans l'autre sens. L'homme, l'être humain, est un être de culture, est un être social. Il existe socialement, l'être humain. Il apprend à parler grâce à des échanges sociaux. Cet apprentissage du langage s'ancre dans tout un tas, implique tout un tas de processus de référence à des phénomènes, à des représentations, qui permettent de déterminer un champ de factualité, un champ de faits qui peuvent exister et dont on peut parler. Bon. L'apprentissage comme ça de ce que c'est que la réalité, eh bien, passe justement par les rapports sociaux. Voilà. Bon. Ensuite, la nature, là-dedans, c'est quoi? Eh bien, c'est un concept qui est utilisé pour désigner un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de représentations que l'on rattache, auxquelles on attribue le caractère de nature, le caractère naturel. On dit que telle chose est naturelle, mais le fait que l'on désigne telle chose comme étant naturelle, ça ne veut pas dire que cette chose-là nous préexiste nécessairement. Ça veut juste dire qu'on appelle ceci nature. Mais il n'y a aucune raison de penser que cette nature a une existence plus réelle et plus fondamentale que la réalité sociale. Puisqu'il n'y aurait pas de désignation de la nature, d'une réalité naturelle, sans réalité sociale. La réalité naturelle, son existence, est complètement subordonnée à la réalité sociale. C'est dans ce sens que ça va. Donc arrêtons de penser que la nature préexiste comme ça nécessairement à la culture, puisque, en fait, pour qu'on puisse penser la nature, il faut qu'il y ait culture, il faut qu'il y ait société. Ainsi, je me permets de répondre de manière interposée, si jamais elle m'écoute, à Annie Cotte qui m'a posé cette question-là lors de ma soutenance de thèse. J'ai pas eu le temps de répondre à cette question-là. Elle m'a dit, mais vous reliez Michel Foucault et la phénoménologie, c'est absolument impossible. Comment pouvez-vous les relier? Eh bien, figurez-vous que Michel Foucault, dans un débat qu'il a eu avec Noam Chomsky dans les années 70, qui s'appelle, un débat très connu qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle « Y a-t-il une nature humaine ?», avait déjà cette discussion. Chomsky, que vous connaissez peut-être comme philosophe politique, mais est avant tout un linguiste, et en tant que linguiste, Chomsky remarquait que dans les différentes communautés humaines,
quelle que soit la langue qui soit parlée, eh bien, tous les individus, à part bien sûr quelques marginaux, étaient pourvus de la faculté du langage. Tous en fait peuvent comprendre que quelque chose se dit, et tous peuvent apprendre ce qui se dit de telle sorte à pouvoir dire eux aussi des choses et à pouvoir communiquer les uns avec les autres. Il y aurait donc une faculté commune aux humains qui serait le langage, la faculté à communiquer, et ça ce serait la trace de la nature humaine. Ce à quoi Foucault répond: je me méfie un peu de ce concept, de cette notion de nature humaine, et voilà l'argument de Foucault. Il dit: pendant très longtemps, on a étudié le monde en sciences sans se servir de la catégorie de vivant. Le fait qu'on utilise la notion de vivant pour parler des phénomènes qui nous entourent, eh bien, c'est étroitement lié au développement d'appareils, d'instruments de mesure qui ont conduit à catégoriser les objets en tant que vivants et non vivants. Et ces appareils de mesure et d'observation, c'était notamment les microscopes. On a pu commencer à observer des cellules, des bactéries, des micro-organismes, et ceux-là, on les a appelés le vivant. La notion de vivant en science est une notion relativement récente qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle et qui se développe notamment au XIXe siècle. Foucault considère donc que le vivant est un index épistémologique, c'est-à-dire c'est une catégorie dans laquelle on classe un certain nombre d'objets identifiables. Il n'y a pas de définition à proprement parler de ce que c'est que le vivant, mais on peut ranger parmi les êtres vivants un certain nombre d'objets. Et Foucault termine son argument en disant: je me demande s'il n'en irait pas de même de la nature humaine. C'est-à-dire que la nature humaine, ce serait peut-être une espèce comme ça d'index épistémologique. On qualifierait de naturel telle ou telle chose sans pouvoir avoir de définition exhaustive de la nature et sans présumer de son existence qui serait indépendante de nous. En fait, ce qui est naturel ou ce qui relève de la nature humaine, c'est nous qui le définissons. Donc il y a un cadre représentationnel ici encore. Et on voit bien que sur ce point-là, au moins, s'il faut bien trouver un point de jonction, il y a une similitude très très importante entre Foucault et la phénoménologie. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième conclusion à laquelle on est conduit, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit, dans le grand 2, on s'était aperçu que pour Karl Popper, il fallait nécessairement qu'une théorie scientifique soit fausse en principe, c'est-à-dire qu'elle soit réfutable. Toute théorie irréfutable procède de la pensée magique. Religion, psychanalyse, sciences économiques, tous ces trucs-là. Voilà. Ça, c'est de la pensée magique, d'un point de vue poppérien. Du point de vue de Benoît, si on extrapole comme ça la philosophie de Benoît, eh bien, on pourrait se dire que c'est le contraire. Une théorie scientifique, pour qu'elle produise des connaissances, il ne faut pas qu'elle soit fausse en principe, il faut qu'au contraire, elle soit vraie. Au sens du réalisme comme on l'entend ici, la théorie de Newton et la théorie d'Einstein sont vraies. Elles sont vraies dans un contexte donné. C'est-à-dire qu'il y a des contextes qui rendent fausse la théorie de Newton, et ces contextes sont assez nombreux, c'est la raison pour laquelle on pense qu'elle est fausse. Il y a des contextes qui la rendent vraie, et il y a des contextes qui rendent vraie la théorie d'Einstein et qui peuvent peut-être la rendre fausse, mais mes connaissances en physique ne me permettent pas de vous dire quels sont ces contextes. Alors qu'à contrario, une théorie qui n'arrive jamais à donner une explication valide, une théorie qui n'arrive jamais à faire de bonnes prédictions, la religion, la psychanalyse, la science économique, sont des théories fausses. Et donc, elles ne sont pas dans le domaine de la connaissance. Donc la vérité peut devenir, comme ça, si vous voulez, une espèce de critère épistémologique de démarcation entre connaissance et non-connaissance, entre science et non-science. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de dire à Jocelyn Benoît qu'il était sans doute l'auteur de la philosophie la plus importante du XXIe siècle, puisque la portée de ses idées est quand même très très importante en épistémologie et en philosophie de la connaissance en général. Voilà. Y a-t-il des questions? Est-ce que c'était assez clair? Vous êtes prêts à écrire? Très bien, alors on note. Vous notez le titre du 3.2, du grand B, et après le cours sera fini. Mais il reste combien de temps? 5 minutes pour écrire un peu. Oh, là, c'est vraiment pour écrire un peu. Oui. Le réalisme représentationnel,
s'inscrit en rupture avec le réalisme métaphysique. Le réalisme représentationnel s'inscrit en rupture avec le réalisme métaphysique. Point. Il s'agit de se défaire de tous les artefacts métaphysiques. De se défaire de tous les artefacts métaphysiques, de toutes les idoles, si vous voulez, métaphysiques. Point. Kant, dans la critique de la raison pure, Kant, dans la critique de la raison pure, explique que nous ne connaissons rien d'autre que les phénomènes que nous nous représentons. Kant, dans la critique de la raison pure, explique que nous ne connaissons rien d'autre que les phénomènes que nous nous représentons. Point. Les conditions de cette connaissance, sont l'espace, le temps et la causalité. Les conditions de cette connaissance sont l'espace, le temps et la causalité. Point. Il s'agit de formes a priori de l'entendement. Il s'agit de formes a priori de l'entendement à travers lesquelles les choses peuvent être connues. À travers lesquelles les choses peuvent être connues. Point. Il en découle que ni espace, ni temps, ni causalité ne sont des choses qui existent indépendamment du sujet. Il en découle que ni espace, ni temps, ni causalité ne sont des choses qui existent indépendamment du sujet. Alors là, ça sonne dans 2 minutes. Donc, je ne vais pas vous dicter les 3 pages qui restent. Oui, indépendamment du sujet. Voilà, ça sonne dans 2 minutes, je vous libère, et puis on terminera ça la semaine pro et on commencera autre chose.